Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. En quoi la crise climatique aggrave-t-elle la crise du logement ? Eh bien, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui et on y répond avec François Rieussec, président de l'UNAM. Bonjour. Bonjour. Vous nous rappelez ce qu'est l'UNAM ? Alors, l'Union nationale des aménageurs est le syndicat professionnel qui regroupe les 300 professionnels de l'aménagement foncier de nouveaux quartiers dans les villes, autour des villes. Donc notre métier est de regrouper le foncier, d'acheter le foncier, de préparer les quartiers qui sont soit des quartiers d'habitat, de services, du logement en accession ou en locatif, social ou libre. Voilà. Donc c'est nous qui préparons le cadre de vie des habitants. Voilà. Il n'y a pas d'immeuble sans foncier. Et sans UNAM, ou en tout cas sans aménageur. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes inquiet ? Alors aujourd'hui, oui, nous sommes inquiets puisque la crise climatique nous touche tous. L'été a été particulièrement riche en événements climatiques, mais on ne se rend pas compte que depuis un certain nombre d'années, il y a eu des décisions qui n'ont cessé de réduire la capacité à produire justement des nouveaux quartiers au motif sous des motifs d'environnement. C'est-à-dire qu'on a dit pour mieux faire, empêchons de faire. Ce qui fait que ne faisant plus, on a mal fait. Et donc il y a eu une dispersion de l'habitat dans les campagnes, qui ont eu des impacts, par exemple cet été, sur les incendies, puisqu'il y a eu beaucoup de maisons qui étaient dispersées à proximité des forêts, et on sait que c'est une cause de début d'incendie. On a eu des maisons qui étaient au milieu des fournaises. La densité, l'hyperdensification des villes du Sud a amené une concentration des eaux de pluie avec l'imperméabilisation. Bref, aujourd'hui, s'il y a une aggravation des conséquences climatiques, cela vient du manque d'aménagement dans notre pays. Donc vous accusez le manque d'aménagement carrément ? Absolument, oui. Alors concrètement, là vous avez illustré avec le problème des maisons dispersées. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets ? Aujourd'hui, si vous voulez, il faut avoir une politique qui soit favorable à des projets concertés, organisés, pour résoudre les problèmes. Et loin d'avoir une vision négative de l'aménagement urbain peut être une solution aux crises climatiques. C'est-à-dire qu'il faut intégrer de la résilience climatique, c'est-à-dire des quartiers avec des arbres, de la végétation. On peut même faire de l'agriculture urbaine avec des serres, des potagers sur le toit. Des potagers sur le toit. Enfin, il y a toutes sortes de solutions. Il faut infiltrer l'eau de pluie dans des parcs et des jardins plutôt que de les bétonner, pour hyperdensifier et rendre cette ville inhabitable. Les Français travaillent aujourd'hui 3 fois moins de temps dans leur vie que nos grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que 8% du temps de vie qui est un temps au travail. Et donc, ce qui signifie que le cadre de vie, c'est l'essentiel de notre temps d'existence. D'où l'importance pour les Français qui ne comprennent pas ces politiques qui deviennent conflictuelles, c'est-à-dire que on force le bras des élus à faire des densités que les habitants refusent. Et ensuite, il y a des conflits sur les permis, il y a des conflits sur les PLU, il y a des conflits où en tout cas, il y a eu quand même des grandes mutations lors des élections municipales. Donc on est aujourd'hui dans une absence de vision claire partagée entre les politiques nationaux, les politiques locales et les habitants. Et nous, opérateurs, nous sommes au milieu pour proposer des synthèses. Mais est-ce que vous pensez que les inondations, les incendies de l'été vont faire que vous allez être mieux compris par les pouvoirs publics ? En tout cas, pour nous, c'est l'occasion d'une interpellation, notamment du ministre Christophe Béchu, pour proposer des solutions à une loi climat-résilience qui date d'1 an, qui est une loi qui va aggraver la difficulté à produire du logement et qui va aggraver aussi ses conséquences climatiques dans les villes, en hyperdensifiant, en empêchant de loger nos concitoyens comme ils le souhaitent. Donc nous proposons des solutions, alors je peux vous les détailler si vous voulez. Et j'allais vous les demander. Voilà. Donc tout d'abord, c'est une reprise de cette loi.
telle que l'a proposée l'AMF. Donc elle a un an, elle est datée en fait. C'est la loi climat-résilience qui date d'août 21. Elle est datée au sens où elle est hors jeu. Oui, absolument. C'est une loi qui va être contre-productive dans son application. Les objectifs climatiques sont les bons, évidemment, on les partage tous, mais les moyens sont contre-productifs. Qu'est-ce qui vous plaît pas alors ? Alors, nous proposons d'avoir des pactes locaux d'aménagement entre les élus locaux qui connaissent la demande et les besoins de leur population, et puis les professionnels qui savent quoi faire, comment le financer, à quel prix, où et comment. Et tout cela sera validé par le préfet et avec une concertation locale des habitants. Ces pactes pourraient être une tendance, donner l'orientation sur de l'économie foncière, sur comment aller vers un zéro artificialisation tel qu'il est proposé par l'Europe. Et puis la deuxième proposition que nous faisons, très opérationnelle, c'est d'aller vers des permis d'aménager bioclimatiques, c'est-à-dire d'intégrer les fonctions des sols que la loi veut à juste titre protéger, mais en les intégrant dans l'opération plutôt que dans une partition entre d'un côté les campagnes et de l'autre une ville qui serait surdensifiée et invivable. Et l'intégration des fonctions des sols, ça veut dire très simplement que nous allons créer des parcs et des jardins avec des arbres qui permettent l'évapotranspiration et donc une résilience climatique, c'est-à-dire que nous avons 5 à 6 degrés, parfois plus, entre un quartier avec parc et jardin, que dans une ville dense où il y a de la réverbération et des îlots de chaleur urbains. Nous pouvons infiltrer l'eau, conserver du carbone dans les bâtiments, pour cette résilience climatique et aussi pour les nappes phréatiques dont on a besoin. Nous pouvons créer des jardins avec une biodiversité abondante. Dans un quartier de 50 maisons, par exemple, nous pouvons avoir 5 kilomètres de haies, en biodiversité, avec des mellifères, etc. Bref, on peut intégrer une vie végétale et animale dans ces quartiers. Nous pouvons également avoir une biodiversité meilleure et nous pouvons aussi faire une agriculture urbaine avec, alors il y a plusieurs techniques qui peuvent être de l'aquaponie, de l'agriculture urbaine en maraîchage, etc. Bref, et tout cela dans une optique qui est que nos habitants ont une meilleure santé dans ce type de quartier. Ça, vous le mesurez, la santé ? Ah oui, absolument. Figurez-vous que un malade qui a une vue sur un arbre sortira 24 heures plus tôt de l'hôpital, de son hospitalisation, que quelqu'un qui ne voit rien, qui n'a pas de végétation. Donc, et puis surtout, le mode de vie est quantifié avec les statistiques entre ceux qui vivent dans des quartiers pollués et ceux qui ne vivent pas. Autre statistique qui peut toucher les mères de famille. Pensez que un enfant qui vit à moins de 800 mètres d'une voie de 15 000 véhicules jour a 40% de chances d'avoir de l'asthme. Donc imaginez à Paris, donc ça veut dire que beaucoup d'enfants ont de l'asthme simplement à cause de la pollution. Pour parler français, c'est ça que ça veut dire. Et que quand ces enfants vivent à la campagne ou dans un quartier de parc et jardin, ce qu'on appelle, l'INSEE l'appelle comme ça, eh bien la statistique tombe jusqu'à 2% pour la campagne. Voilà. Donc vous voyez l'écart, ce qui veut dire aussi qu'il y a une économie financière pour la sécurité sociale. Donc, la bonne santé, elle est rentable. Mais si vous réduisez l'écart entre la ville et la campagne, oui, c'est mieux pour la ville, mais c'est moins bien pour la campagne. Ben, écoutez, pas forcément, parce que la campagne perd de toute façon du foncier tous les ans, 3 fois plus par abandon, par friche, qu'elle n'en perd pour l'urbain. Et l'addition des 25 000 hectares par an qui sont urbanisés, au bout de 30 ans, représente 1,2% du territoire national. Donc on a créé une tempête pour sauver un verre d'eau. Il y a une totale disproportion entre le fléchage de l'urbanisation comme cause des dégradations de l'environnement et puis la réalité quantitative de cet usage foncier. On a beaucoup parlé cet été de la couleur du sol.
et des toits en disant qu'il fallait passer au blanc. Est-ce que ça, c'est du ressort de l'aménageur ou pas ? Oui, c'est du ressort de l'aménageur, en partie pour le neuf, pour ce que nous créons. Pour tout ce qui est de l'existant, par contre, là, c'est du ressort des collectivités en charge de... Pour les projets en cours, vous intégrez cette dimension couleur ? Écoutez, pour l'instant, c'est un peu nouveau, mais oui, évidemment. De toute façon, quand je vous parle de créer de la canopée, on sait que la résilience climatique, elle est faite par les arbres. Pour finir, François Rieussec, si vous aviez un message à passer aux politiques et aux élus, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Eh bien, ce n'est pas en empêchant de faire ou en ne faisant pas, mais c'est en faisant mieux. Et pour faire mieux, on intègre effectivement des solutions bioclimatiques, environnementales dans les projets urbains et la construction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs. Merci à vous. Mon podcast IMO.